Merci beaucoup Laurent, merci pour ton invitation, merci aux Archives nationales. Donc effectivement, j'avais la tâche d'évoquer cette question complexe du rapport à la tutelle publique de la part de la corporation cinématographique en France et inversement. Au-delà, donc, dans ce titre que j'ai donné et que Laurent vient de rappeler, du clin d'œil un peu subliminal à Malraux, en passant par l'industrie, non pas par ailleurs, mais en passant par. Je vais faire une sorte d'enjambement des deux interventions précédentes, puisque je vais quand même évoquer donc une première partie d'un travail qui, pour le coup, remonte à pas mal de temps, qui était mon travail de thèse sur la fin des années 20. Et donc sur la tutelle du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et ses fonctionnements et dysfonctionnements, hein, avant la période des années 30 qui a été longuement évoquée par les intervenants précédents, pour ensuite donc passer à l'après-guerre, à la libération, enfin surtout aux années 50 et jusqu'à 1959, jusqu'à ce moment de rattachement du CNC au ministère des Affaires culturelles. Donc je parlais d'un rapport complexe, puisque c'est à la fois de la part de la corporation cinématographique la recherche d'une protection, qui va de pair avec la recherche d'une protection bien sûr contre la concurrence étrangère, entre autres, mais pas seulement, on va le voir, qui va de pair avec la recherche d'une reconnaissance, tout simplement, une reconnaissance de ce qu'on commence à appeler avec Licciotto Canudo le 7e art, au début des années 20. Mais en même temps qui s'accompagne d'une méfiance, une méfiance fondamentale, hein, de la part des représentants de cette industrie vis-à-vis des pouvoirs publics. Et symétriquement, on a de la part des pouvoirs publics eux-mêmes une attitude assez ambiguë qui balance assez souvent entre reconnaissance précisément, progressive, avec des heurts et des à-coups, on va dire, et surveillance constante. Alors en fait, je vous livre en fin de cette introduction le titre auquel vous avez échappé, comme c'est parfois la coutume, mais vous allez comprendre pourquoi vous y avez échappé, parce que sinon j'aurais pris, je pense, la moitié du programme à moi tout seul. Donc des beaux-arts à la culture, en passant par l'industrie, avec en embuscade l'information, et tapis dans l'ombre l'intérieur et les finances, voire la justice, et pourquoi pas les maires et les préfets, 2 points, à la recherche d'une tutelle pour le cinéma français. Et j'ajouterai même un point d'interrogation à la fin de ce titre. Alors, je vais commencer par l'entre-deux-guerres, et en fait, avant de commencer par l'entre-deux-guerres, je vais commencer par essayer de rappeler assez rapidement ce qui se passe avant la guerre. Ça va être simple, en fait, puisque avant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de législation spécifique concernant le cinéma. Le cinéma est essentiellement, enfin les affaires cinématographiques, on va dire, sont régies essentiellement en ce qui concerne leur surveillance par des lois qui remontent à la Révolution française, 1790-1791, sur les spectacles de curiosité. Et l'ouverture des salles de cinéma est régie par un décret qui remonte à 1864, qui est en réalité le décret qui libère l'ouverture des salles de théâtre, et qui du même coup régit assez étroitement l'ouverture des salles de spectacles de curiosité, précisément, auxquelles sera assimilé le cinéma. Donc pas de législation spécifique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je mentionne quand même pour mémoire la première intervention de la puissance publique nationale, parce que donc il y a eu des interventions, mais là je passe, hein, des locales, assez rapidement vis-à-vis de certains spectacles cinématographiques, mais la première intervention publique nationale qui date de 1909, qui est donc la célèbre quadruple exécution de Béthune, exécution d'une bande de malfrats, de bandits assassins du Nord, qui avait été filmé par des opérateurs pâtés, et dont la diffusion s'est vue interdire par une circulaire du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui n'était autre que Georges Clemenceau,
Clémenceau qui interdit alors il ne faut pas agiter l'épouvantail de la naissance de la censure, etc. C'est effectivement une censure. C'est une censure en quelque sorte progressiste, puisqu'il s'agit d'éviter de donner une publicité à une exécution capitale de la part, Clémenceau, de quelqu'un qui est radicalement opposé à la peine de mort, et donc qui ne veut pas que cela excite le public en réalité. Donc, on reste sous ce régime jusqu'à la Première Guerre mondiale, et ensuite, donc c'est au moment de la Première Guerre mondiale qu'il y a une première centralisation de la censure. Donc là, c'est la première institution d'un régime spécifique du cinéma, centralisation de la censure qui se fait en plusieurs temps, mais bon, le point d'orgue, ça va être 1917, donc la centralisation de la censure au ministère de l'Intérieur, hein, et donc c'est bien l'Intérieur qui va récupérer en premier chef, en premier lieu, hein, ce contrôle cinématographique. Mais pas pour longtemps, puisque dès l'après-guerre, par le décret du 25 juillet 1919, ce contrôle des films se voit transféré, pour reprendre l'expression de Paul Léglise, de la rue des Saussaies à la rue de Valois, c'est-à-dire la rue des Saussaies, on dirait aujourd'hui la place Beauvau, c'est la même chose, hein, donc de l'Intérieur au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, rue de Valois, où se trouve aujourd'hui donc le ministère de la Culture. Alors, ce décret du 25 juillet 1919 est évidemment très important parce qu'il institue un visa d'exploitation, hein, donc ce n'est plus la censure, si j'ose dire, arbitraire, dans le sens où elle n'était pas réglementée par une procédure particulière, c'est-à-dire que l'État pouvait, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, pouvait interdire un film sans procédure particulière. Là est créé un système de visa d'exploitation qui est délivré par le ministre donc, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et non plus de l'Intérieur, sur avis d'une commission instituée, une commission ad hoc, dite commission de contrôle des films, commission de 30 membres, mais, et c'est là que ça se gâte en quelque sorte, puisque sur ces 30 membres, au moins 10 doivent être nommés par le ministre de l'Intérieur. Donc on a un maintien très très fort de la tutelle de l'Intérieur par la bande, en quelque sorte, même si l'autorité de tutelle officielle est désormais l'Instruction publique et les Beaux-Arts. On constate durant toutes les années 20 hein, cette méfiance, cette volonté de contrôle hein, de la part des pouvoirs publics vis-à-vis du cinéma, mais très nettement, à partir dans la seconde moitié des années 20, un rapprochement progressif hein, et un intérêt de plus en plus net, en tout cas de certaines personnes émanant hein, des pouvoirs publics ou de la représentation nationale. Donc là, pour le coup, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé et publié il y a longtemps, mais je pense notamment, pour mémoire, à la proposition de loi du député Antoine Borel, déposée en novembre 1927, et portant création d'un office national du cinématographe, qui était déjà un premier projet hein, de centralisation de l'action publique pour le cinéma et par le cinéma. Néanmoins, donc, ce projet n'est pas adopté, hein, cette proposition de loi n'est pas adoptée. Alors, le moment décisif de ce point de vue-là, ça va être le décret du 18 février 1928, donc dit décret Herriot, puisque le titulaire le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en charge à cette époque-là est Édouard Herriot, qui constitue une véritable libéralisation hein, du statut du cinéma et qui prend acte, en quelque sorte, de ce rapprochement, ce tiédissement, on va dire, hein, des relations entre les pouvoirs publics et le cinéma à ce moment-là. La commission de contrôle des films se voit transformée, elle passe à 32 membres, bon, ça c'est un détail, mais surtout sa composition est profondément modifiée puisque est instituée la parité entre représentants des pouvoirs publics et représentants de la corporation.
je le dis comme ça pour aller vite, en réalité, bon, disons pouvoir public et autres, hein, parce que dans les autres, les 16 autres, il y avait la moitié qui était de la corporation, les autres qui étaient des personnalités reconnues pour leurs compétences spéciales, mais de fait, ce sont des gens qui sont plutôt du côté de la corporation. Donc une composition paritaire et qui se voit investie de la charge de délivrer ce qu'on appelle un avis conforme. Alors ça, c'est très important, parce qu'un avis conforme, c'est un terme juridique qui signifie que l'autorité qui prend la décision in fine, donc en l'occurrence c'est toujours le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, est obligé de se conformer à l'avis de la Commission, ce qui n'était pas le cas auparavant. Par le décret de juillet 19, la Commission délivrait un avis et le ministre pouvait prendre une autre décision. La décision à partir de 1928 se fera sur avis conforme. Alors, donc, une libéralisation tout à fait notable. Elle s'accompagne d'ailleurs d'une libéralisation, alors là, pour le coup, extrême en ce qui concerne l'ouverture des salles, hein, de cinéma, puisque c'est par le décret du 18 février 1928 que cette ouverture se voit totalement libéralisée. Elle se fait sur simple déclaration, sur le modèle donc, de ce que le décret de 1864 avait institué pour le théâtre. Il n'y a plus d'autorisation enfin, il n'y a plus d'examen de cette demande et de nos jours, d'ailleurs, l'ouverture d'une salle de cinéma est toujours régie par cet article du décret du 18 février 1928. Donc c'est le signe, évidemment, de cette libéralisation. Mais, parce qu'il y a un mais, en fait, il y en a beaucoup. D'une part, si on regarde un petit peu dans le détail, le ministère de l'Intérieur reste surreprésenté dans cette commission de contrôle des films. Certes, sur les 16 membres, nommés par les pouvoirs publics dans la commission de contrôle, il y en a 5 qui sont nommés par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, mais tout de même 4 par le ministère de l'Intérieur, et les autres ministères se répartissent chacun un siège. Et surtout, la section permanente, parce qu'une commission de 32 membres, vous vous rendez bien compte, et on le voit d'ailleurs dans les archives, que c'est un petit peu difficile de réunir 32 membres toutes les semaines pour visionner les films, parce qu'il faut les visionner véritablement toutes les semaines. Donc c'est une section permanente en réalité qui fait ce travail de visionnage, je dirais, au quotidien. Et dans la section permanente, les membres de l'Intérieur sont 3 sur 10. Hein. Donc vous voyez que finalement la proportion n'est pas si affaiblie que cela. Et par ailleurs, les archives, et en particulier celles qui ont été citées ce matin, hein, celles du fonds F21, de la série F21, révèlent la prévalence, le maintien de la prévalence du ministère de l'Intérieur. Et la méfiance persistante, hein, des pouvoirs publics. Alors il y a ainsi, j'en cite 2-3 exemples, un rapport qui a lieu, alors il n'est pas daté le rapport, mais très évidemment il suit de peu la publication du décret de février 1928, d'un membre, alors là pour le coup de la division des Beaux-Arts, hein, du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui qualifie cette nouvelle commission, nouvellement créée, donc, d'assemblée purement consultative, je cite, hein, alors que, de toute évidence, en termes juridiques, elle ne l'est pas. Et qui fait d'ailleurs, de ce point de vue-là, une grossière erreur administrative, c'est assez étonnant, en estimant que l'avis conforme, hein, n'implique pas, n'entraîne pas automatiquement l'accord du ministre. Donc, ce qui est pour le coup vraiment totalement faux sur le plan juridique, et qui conclut sur, je cite, le fait que la censure relève exclusivement de l'autorité gouvernementale. Et là, on n'est même pas au ministère de l'Intérieur, on est dans ce document qui émane de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Par ailleurs, une affaire concernant un film de Jacques Feder en décembre 1928 montre en réalité la faiblesse du dispositif mis en place par Herriot, puisque donc ce film qui s'intitule Les Nouveaux Messieurs, qui est le dernier film que Feder fait réalise en France avant de partir
pour les États-Unis en contrat avec la MGM, est une adaptation d'une pièce de théâtre, Robert de Flers et Francis de Croisset, qui avait triomphé sur la scène, qui était une pièce de théâtre de boulevard, à très très grand succès, et au ton très durement, parfois même violemment anti-parlementaire. Alors tout ça pour rire, bien entendu, mais il y avait, disons, voilà, quelque chose qui faisait écho à l'antiparlementarisme grandissant de l'époque. Les nouveaux messieurs en question, étant ceux qui briguent des mandats électoraux et qui montrent la corruption du milieu politique, etc. Feder en fait une adaptation qui, de ce point de vue-là, est relativement édulcorée. Le visa est accordé par la commission de contrôle des films à l'automne 1928, mais le ministre de l'Intérieur, André Tardieu, revient sur ce visa, alors que, d'après les termes du décret, il n'en a pas le droit. Enfin, le dispositif législatif est tel que la procédure a été suivie, le visa a été accordé, et pourtant Tardieu, donc le 14 décembre 1928, interdit le film, et il le justifie en expliquant que cette décision se fonde sur des besoins de police générale. Alors, c'est très intéressant ce terme de police générale parce que ça signifie que oui, là j'aurais peut-être dû le dire avant, je le dis maintenant, les maires et les préfets, j'en ai parlé dans mon faux titre, et puis je l'ai évoqué un petit peu pour l'avant 14, les maires et les préfets avaient le pouvoir localement d'interdire ponctuellement une représentation cinématographique, justement pour des questions de police générale. Et donc, et ça, ce ne sera jamais aboli. C'est la loi de 1884 sur l'autorité municipale, on ne peut pas toucher, c'est une des grandes lois républicaines, ce pouvoir ne sera jamais aboli. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tardieu fait comme s'il était, en tant que ministre de l'Intérieur, le super maire de France, quoi, si vous voulez, ou le super préfet, et qu'il est disposé sur l'ensemble du territoire français du même pouvoir qu'un préfet sur son département ou qu'un maire sur sa commune, ce qui... juridiquement, là pour le coup je ne suis pas conseiller d'État, s'il y en a dans la salle qu'il s'exprime, mais ça me paraît assez boiteux comme argumentation. Tout de même, la commission de contrôle des films, de nouveau réunie, doit entériner, contrainte et forcée, cette interdiction, ce qui va provoquer un gros embarras durant tout l'hiver, et on en suit les traces dans les notes qui sont conservées dans les archives, toujours dans la sous-série F21. Qui ont bien conscience de la faute administrative, et en même temps qui disent voilà, il y a 2 millions d'argent français là-dedans, on ne peut pas laisser ce film. Bon, et finalement, le film sera autorisé à sortir après coupure, mais beaucoup trop tard, en avril 1929, à un moment où le film parlant commence à faire son entrée sur le marché français. Troisième et dernier exemple de cette limite de la libéralisation, une autre affaire donc, sur laquelle j'avais travaillé à l'époque, concernant donc un ciné-club communiste, ciné-club des Amis de Spartacus, créé par Léon Moussinac, avec l'aide du Parti communiste, en mars 1928. Et qui organise, donc, comme tout ciné-club, des séances en projection privée, puisque ce sont des ciné-clubs, et donc, comme ce sont des séances en projection privée, elles ne sont pas soumises à l'autorisation, donc à l'obtention d'un visa d'exploitation. Le problème pour les pouvoirs publics, c'est que donc, ce ciné-club a pour objet essentiellement, pas seulement, mais essentiellement de diffuser des films soviétiques qui depuis 1927 sont interdits, systématiquement interdits par la commission de contrôle des films en France, et que du fait qu'on ne peut les voir que dans ces ciné-clubs qui se tenaient au Casino de Grenelle, avenue Émile Zola, entraîne plutôt une affluence énorme à ce ciné-club, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout seulement des militants communistes qui vont voir ces films, mais tous les intellectuels de Paris en fait se pressent à ces projections, et tout ça commence à inquiéter les pouvoirs publics. Et là, on trouve des traces dans les archives, alors plus cette fois-ci dans la sous-série F21, mais dans les archives du ministère de la Justice,
sous-série BB18, puisque donc on a une correspondance entre le ministre de l'Intérieur, qui est Albert Sarraut à ce moment-là, et le ministre de la Justice, qui mettent en place ensemble un dispositif pour essayer de contrer cette exploitation, ce biais qu'avaient trouvé les amis de Spartacus, pour diffuser des films interdits par la censure. Et ils mettent en place toute une jurisprudence que je vous passe dans ces détails, mais qui est en fait assez intéressante, sur comment peut-on interdire finalement des films diffusés en projection privée. Hein, des films qui n'ont pas eu de visa, mais diffusés en séance privée de ciné-club. Il s'appuie, pour la petite histoire, c'est tout de même assez amusant, sur des interdictions qui ont été faites de films pornographiques dans des maisons de tolérance. Voilà. Ce qui va permettre d'interdire, ou en tout cas de mettre en place un dispositif d'interdiction de ce ciné-club. Donc tout ça pour montrer qu'on a un véritable rapprochement qui se fait jour durant la seconde moitié des années 20 en tout cas. Une prise en compte est très... Bon, on en a vu des exemples avec aussi Herriot et Hayes. Là, je passe sur les péripéties de cette affaire du contingentement. Une véritable prise en compte des intérêts du cinéma. Herriot est un ministre très attentif qui réunit vraiment des commissions de professionnels, qui les force à s'entendre d'ailleurs entre eux. Et c'est parfois un vrai problème parce que notamment entre d'un côté les producteurs et de l'autre producteurs, distributeurs et de l'autre les exploitants, les intérêts sont parfois même opposés. Donc Herriot a fait un gros travail pour faire se réunir la corporation. Il libéralise très nettement le statut du cinéma, mais on voit que les choses sont toujours complexes et que l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur en particulier, reste toujours présent. Donc c'est là que je fais mon enjambement, mon saut dans le temps, puisque donc les intervenants précédents ont brillamment creusé cette période des années 30 et de l'occupation, donc je n'y reviens pas. Je vais juste m'attarder sur la période de l'immédiate après-guerre, de l'immédiate après-libération, parce que on a la première apparition d'André Malraux. La première apparition d'André Malraux, ministre de l'Information du général de Gaulle jusqu'en 1946, janvier 1946, la démission de Gaulle. Et en tant que tel, donc en charge du cinéma. Et avec, de ce point de vue-là, j'en profite pour saluer la présence parmi nous de Guillaume Vernet et renvoyer à sa thèse brillamment et récemment soutenue, et dont je vous conseille la lecture, mais le livre va sortir incessamment, n'est-ce pas Guillaume, sur la politique de la qualité dans le cinéma français. Donc je vous renvoie à ces travaux. On a, avec ces premiers ministères Malraux, les prémices d'une politique volontariste originale, et notamment, je l'ai découvert dans le travail de Guillaume Vernet, ce projet tout à fait intéressant de détaxe à la qualité. On n'a pas beaucoup parlé d'aide à la qualité dans les années ultérieures, mais il y a un premier projet très rapidement totalement abandonné, mais de détaxe à la qualité, c'est-à-dire qu'on aurait diminué les taxes sur les films de qualité, ce qui est un projet tout à fait en soi intéressant. Même si, bien sûr, ces projets s'inscrivent dans la continuité de projets des années 30. On a parlé du rapport Pech et, bien sûr, de la période de l'occupation également. Alors, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce qui va finalement récupérer la tutelle, l'essentiel de la tutelle du cinéma. On a rappelé que... il faut bien nuancer les choses. Le ministère des Affaires étrangères en particulier, le ministère de l'Information conserve également des prérogatives, mais l'essentiel de la tutelle donc, revient au ministère du Commerce et de l'Industrie et du Commerce, et notamment donc, avec, en octobre 1946, la création du Centre national de la cinématographie,
Alors, Centre national de la cinématographie, dont on saurait insister sur la particularité, voire l'étrangeté de la nature juridique. C'est un établissement public, mais un établissement public fondé sur le paritarisme, donc entre corporations et pouvoir public. Maryvonne de Saint-Pulgent, en introduction du colloque qui a donné lieu à ce livre qu'évoquait Laurent, parlait de monstres juridiques. On a effectivement une sorte d'organisme, d'ailleurs, qui va changer de nature en fonction de l'évolution du rapport de force, notamment durant les années 50. Disons que ça va se stabiliser peut-être un peu plus dans les années 60, mais la nature même du CNC va être l'objet d'une définition fluctuante et d'attaques, d'ailleurs violentes. Alors, j'ai parlé de monstres juridiques, je vais tout de suite donner la réponse. En citant donc Paul Léglise, dont il a été largement question aujourd'hui, dans cette note qui a été citée ce matin sur un projet de réforme du CNC, note qui date de 1956, et qui commence par le Centre national de la cinématographie n'est pas un organisme exceptionnel en droit administratif. Alors, on a l'impression que c'est un juriste qui affirme un argument d'autorité. C'est intéressant de voir la phrase suivante. Ce serait plutôt le cinéma lui-même qu'il faudrait considérer comme une activité exceptionnelle au milieu des activités traditionnelles. Ce qui veut dire qu'en fait, oui, c'est un organisme totalement exceptionnel, totalement bizarre, pour tout dire, que le CNC. Simplement, on trouve ici un biais, Paul Léglise trouve ici un biais pour l'exprimer autrement, parce qu'il est dans une dynamique de défense de ce CNC. Alors, instrument d'une politique publique du cinéma, probablement, oui, le CNC va l'être, puisque c'est par le CNC que vont passer effectivement toutes les dispositifs successifs, notamment de soutien à la qualité. En même temps, l'autorité publique va se décharger en quelque sorte sur le CNC d'un certain nombre de problèmes, l'existence du CNC lui permettant finalement de ne pas affronter directement, ou en tout cas de ne pas se saisir directement d'outils qui étaient à sa disposition et qui lui aurait permis éventuellement, pourquoi pas, de mener une politique publique encore plus volontariste. Je pense notamment à l'Union générale de cinématographie, l'UGC, qui a été fondée donc en 1946, et qui était donc sur les biens confisqués bien sûr aux Allemands à la Libération, et donc un réseau de distribution, réseau de salles, etc., et qui aurait pu, ça appartenait au secteur public, ça aurait pu éventuellement être un levier d'action publique dans le domaine cinématographique. Or, et là c'est extrêmement important, je l'ai évoqué donc dans mon titre à rallonge, l'élément bloquant essentiel, ça va être le ministère des Finances. C'est-à-dire que d'emblée, et dès le début des années 50, dès la fin des années 40 finalement, le ministère des Finances s'oppose systématiquement à cette utilisation, va même pousser à une privatisation très très rapidement. Alors, il y a des rapports à répétition sur le fait qu'il faut privatiser le plus vite possible. Finalement, cette privatisation n'interviendra qu'en 1972. Ce n'est pas le seul, la seule intervention des finances. Les finances sont très sourcilleuses sur cette politique publique du cinéma durant toutes les années 50 et au-delà. Je m'arrêterai aux années 60 pour ne pas lancer de polémique qui nous entraînerait, on a déjà beaucoup de retard. Je pense notamment au rapport avec la Cinémathèque française, qui va être de plus en plus subventionnée par l'État, et ces subventions qui seront de plus en plus mal vues, par conséquent, bien sûr, par le Trésor public. Alors, donc, on voit bien qu'entre, finalement, le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a beaucoup d'autres choses à gérer, qui a toute l'industrie française à gérer, où le cinéma, finalement, n'est qu'une industrie parmi d'autres,
Le CNC, qui n'est pas un État dans l'État, hein, mais qui est un établissement public autonome et à l'intérieur duquel vont se jouer des rapports de force, donc fluctuants. Je n'ai pas le temps de m'étendre, bien sûr, sur ces fluctuations dans le temps, entre corporations, pouvoir public et à l'intérieur même de la corporation. Ne vont pas, tout ça ne va pas empêcher donc l'établissement d'une politique, notamment de soutien à la qualité. Mais disons qu'en termes de volontarisme politique, c'est évidemment un frein. Alors, on pourrait voir, et j'aborde ici le dernier point, on pourrait voir dans le moment 1959, le moment donc de rattachement du CNC au tout nouveau ministère des Affaires culturelles, une victoire de ce volontarisme politique. C'est vrai que ce rattachement a été voulu par Malraux. Malraux, premier titulaire et instigateur de la création même de ce ministère des Affaires culturelles, qui lui échoua donc, désirait que le cinéma soit intégré à son champ de compétences. Ça s'est fait un peu in extremis, enfin ça s'est fait même tout à fait in extremis. Les débats là-dessus, sur ce rattachement, ont lieu quasiment jusqu'à la veille même du rattachement lui-même. Finalement, Malraux emporte la partie. Ça va lui permettre effectivement de mettre en place une politique ambitieuse, une politique culturelle ambitieuse du cinéma, l'avance sur recette. Je ne vais pas développer tous ces aspects, mais ils sont connus. Un rapprochement entamé avec la Cinémathèque française, notamment en ce qui concerne la diffusion de la culture cinématographique. Donc un volontarisme de Malraux en matière culturelle, en matière de politique culturelle, qui s'accompagne d'ailleurs, et c'est intéressant, d'un refus obstiné de la part de Malraux du rattachement de la censure à son ministère. C'est-à-dire qu'il veut tout le cinéma sauf la censure. Donc que la censure reste à l'information. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à se poser en tant que ministre en charge du cinéma à plusieurs moments, et lorsqu'il est interpellé à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans la presse parfois, sur telle ou telle affaire de censure, à chaque fois il s'énerve en disant « c'est pas moi, la censure c'est pas moi, je m'en occupe pas, ça m'intéresse pas », etc. Ce qui est une posture évidemment bien commode. Alors, donc c'est bien le ministère de l'Information qui reste titulaire, qui reste dépositaire de cette autorité de censure. Alors, volontarisme politique, mise en place d'une véritable politique culturelle, certes, et en même temps, le maintien de certains freins, de certains blocages, parfois même. Certes, la tentative centralisatrice aboutit à un affaiblissement de la puissance corporative au sein du CNC et à l'établissement finalement d'un équilibre au sein duquel la puissance publique parvient à faire entendre sa voix et à faire appliquer certaines de ses émissions. Mais cet équilibre est le résultat en réalité d'un compromis, puisqu'au départ, Malraux avait l'intention de transformer le CNC en direction générale du cinéma. Le projet était très clair, c'était en fait la disparition du CNC au profit de la création d'une direction générale du cinéma. Et sur ce plan, il a évidemment échoué. Il a échoué, certes, à cause de la résistance corporative, c'est très clair, mais aussi grâce aux entraves mises en place par le ministère des Finances, toujours lui, qui notamment lui fait une sorte de chantage en disant « bon, alors, si vous voulez une direction générale du cinéma, d'accord, mais alors tout ça fonctionnera grâce à des prélèvements sur le fonds de soutien mis en place grâce à la taxe additionnelle sur le prix des billets ». Donc, ce qui ruine évidemment tout le système de soutien à l'industrie cinématographique, puisque si cette taxe additionnelle doit alimenter le fonctionnement d'une direction générale de ministère, elle ne peut plus venir en aide à la production cinématographique, l'avance sur recette ne peut plus exister, etc. Donc Malraux refuse, et donc pas de direction générale. Et de même, il sera obligé de céder sur l'UGC, sur la Cinémathèque française. Donc il y a un certain nombre de blocages qui répondent aux équilibres finalement à l'intérieur du gouvernement et à la puissance du ministère des Finances qui
aboutit finalement à une situation peut-être plus en demi-teinte que ce qu'on pourrait penser triomphalement à propos de ce moment 1959.